Bonjour et bienvenue donc dans le troisième live des auto-entrepreneurs spécial Fonds de solidarité dont nous découvrons donc le programme à l'écran. Vous le voyez, toujours encore donc effectivement le Fonds de solidarité avec bien les demandes que souhaite faire la fédération, puisque la fédération des auto-entrepreneurs souhaite une réouverture du Fonds de solidarité à toutes les activités, et ce à compter du 1er septembre, parce que c'est nécessaire, parce qu'on reçoit beaucoup de messages, on en parlera tout à l'heure avec Grégoire Leclerc, et que la situation est très très compliquée pour des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui se retrouvent véritablement sans rien. Pour y parvenir, eh bien, la fédération a imaginé un plan d'action. Il va falloir se mobiliser pour qu'on parle de nous, pour se faire entendre et pour obtenir gain de cause. Dans un second temps, eh bien, on parlera aussi de l'aide de la CIPAV. C'est pour quand? Parce que voilà une aide qui se fait pas mal attendre. Et puis, on terminera avec les cotisations et un point global sur les reports et annulations avec Florian Charpentier, que beaucoup connaissent, de la Micro by Flow, qui nous présentera aussi son blog d'information sur les auto-entrepreneurs. Bien sûr, pour m'accompagner durant ce live, Grégoire qui est donc à mes côtés. Salut Grégoire, comment vas-tu? Grégoire, tu es de nouveau avec nous. Oui, donc, comme je le disais, on a connu, alors je vais repartir du début, hein. On a connu un fonds de solidarité qui fonctionnait extrêmement bien et qui a fonctionné extrêmement bien, je crois, pendant toute la période de confinement et jusqu'à la fin du mois de juin, avec une logique simple que tout le monde comprenait. Si vous avez moins de 50% de chiffre d'affaires par rapport à l'activité nominale, alors vous avez le droit d'être aidé à hauteur de cette perte et à un maximum de 1 500 euros. On est rentré dans une deuxième phase de négociation avec Matignon et Bercy, de juin à maintenant, où il a été question d'établir ces fameuses listes. Ces listes que tout le monde connaît bien, qui s'appellent maintenant la liste S1 et la liste S1 bis, qui sont les activités qui souffriraient, et j'utilise des guillemets parce que c'est vraiment un truc, on ne sait pas d'ailleurs d'où sortent ces critères de souffrance versus ceux qui ne souffriraient pas de la crise, mais bon, peu importe, les activités qui souffriraient de la crise. Et donc, il a fallu qu'on décide de ne soutenir que celles-là. Et aujourd'hui, on arrive à un constat alarmant. Cette liste ne correspond absolument pas à la réalité économique du terrain. Cette liste ne correspond à rien, en fait. Elle ne correspond pas à des activités qui sont systématiquement à l'arrêt. On a vu, et on va en voir dans les témoignages, des gens qui sont dans des activités complètement annexes à ces listes-là et qui ont une activité qui ne reprend pas Alors du surtout tout. qu'on le verra, mais le code APE très souvent ne reflète absolument pas l'activité de l'auto-entrepreneur. Je parlais avec une personne qui est en charge des formalités pour les auto-entrepreneurs et qui m'expliquait que très souvent le code APE n'avait pas finalement beaucoup de sens et qu'il était souvent erroné. Donc si on se base sur ce fameux code APE, déjà rien que ça, c'est compliqué. Oui, alors là-dessus, l'État nous répond avec une grande gentillesse qui le caractérise, mais vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le bon code APE, vous n'avez qu'à préciser dans la demande que vous faites la demande quand même pour une activité qui n'est pas celle du code APE. Sauf que je refuse toujours ce type de démarche. C'est un type de démarche qui n'est ouvert qu'à ceux qui sont informés. C'est pas une démarche simple. Et à partir du moment où c'est complexe, on prive les gens de droits. On dénie à tout un tas d'auto-entrepreneurs le droit d'être aidés comme il le faudrait en période de crise. Et puis le dernier point que je précise, c'est qu'on le voit bien avec les nouveaux confinements locaux, les nouvelles règles locales sanitaires qui sont déployées ici ou là, et qui d'ailleurs vont peut-être l'être à Paris à partir de lundi soir. Certaines activités qui n'étaient pas dans le code se retrouvent aujourd'hui fermées administrativement. Certaines activités qui n'avaient pas prévu d'avoir un impact sur leur activité vont être à nouveau bloquées. Et derrière elles, toutes celles qui en dépendent. Hein, je rappelle que quand on est prestataire de services, notamment en entreprise, on peut réaliser des services pour tout un tas de secteurs différents. Et donc, il faut impérativement, parce que la crise sanitaire reprend, il faut impérativement réouvrir ce fonds de solidarité. Donc, il faut abandonner les listes et réouvrir le fonds de solidarité comme il existait au préalable, 50% de baisse, droit à l'aide, jusqu'à hauteur de la perte enregistrée par l'auto-entrepreneur. Faut quand même préciser qu'au sein de la Fédération des auto-entrepreneurs, historiquement, les demandes qui ont toujours ont été faites, je crois, avec finalement beaucoup de raisons. C'est-à-dire que si aujourd'hui la Fédération des auto-entrepreneurs demande la réouverture avec un effet rétroactif au 1er septembre, c'est parce qu'on constate que sur le terrain, c'est vraiment compliqué, vraiment très compliqué. Oui. Donc, je veux dire, la Fédération des auto-entrepreneurs n'est pas là pour demander de l'argent public et pour qu'on le distribue et qu'après, effectivement, on sera tous endettés. Mais là, on est dans une situation d'urgence réelle, très 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 sérieuse, et on ne comprend pas
qu'on ne réussisse pas à sensibiliser nos responsables politiques face à cette réalité, parce que c'est un peu ça. On a l'impression vraiment, là, pour le coup, que le dialogue n'est pas évident et que la prise de conscience, elle n'est pas là. Oui. Alors, Ludo, je vais dans ton sens et je vais préciser deux, trois points. Quand on dit ça, on le fait sur la base d'une enquête. D'ailleurs, c'est l'occasion d'en parler. On a fait une enquête donc le 10 septembre pour chiffrer ce qui s'était passé pendant l'été et puis lors des premiers jours de rentrée. On refait une enquête lundi pour chiffrer l'évolution de cette activité sur l'ensemble du mois et la prévision sur octobre. Et donc on le fait sur la base de chiffres, sur la base de données. On le fait sur la On base de donne au chiffres, on le ministère. fait sur la base de données, mais on le fait aussi en étant au contact avec le terrain, au quotidien. Et ça, c'est important parce que des fois, ça manque un peu hein, dans le monde politique. On le sait tous. La fédération, elle est au contact avec les auto-entrepreneurs quotidiennement. Et ce matin, d'ailleurs, 5 auto-entrepreneurs, on en parlera, sont venus témoigner, nous raconter ce qu'ils vivaient depuis que le Fonds de solidarité, depuis qu'ils n'étaient plus éligibles au Fonds de solidarité. Et c'est des témoignages forts et c'est des témoignages du terrain. Et donc, on est connecté au terrain et on dit attention, là, il y a un problème profond. Et puisqu'on n'arrive pas, pour l'instant, à convaincre, malgré ce que m'a promis le ministre Alain Griset lors de l'interview réalisée la semaine dernière, d'élargir aujourd'hui, bah, force est de constater qu'il n'y a pas véritablement d'action. Enfin, Rien n'a été fait. rien n'a été fait. Donc, Rien n'a été... on monte au créneau, toujours dans le respect et la communication. On ne sera jamais dans l'invective, dans l'insulte ou dans la colère. Voilà, même si il y a de la colère, mais en tout cas, voilà, toujours pour essayer de faire prendre conscience au gouvernement que là, c'est tendu et qu'il faut se bouger et qu'on ne peut pas laisser autant de Français dans une situation aussi déplorable. Et vous le verrez dans les témoignages, c'est juste hallucinant. Je pense à Danielle qui a 60 ans, ça fait 20 ans qu'elle exerce son activité. Elle se retrouve à 60 ans à devoir demander le RSA, 492 € par mois pour survivre. Pour survivre alors qu'elle n'a jamais demandé d'aide de sa vie. Tout à fait. Tout à C'est fait. hallucinant, c'est proprement hallucinant. Et puisqu'il y a un problème de prise de conscience, on sera là, on est là pour ça aussi. Oui. Alors, on peut d'ailleurs préciser un dernier point, je pense, qui est important, parce que tu parlais tout à l'heure de dette et effectivement, demander de l'argent public pour le distribuer à tout va sans se soucier du futur, c'est pas dans les gènes de la Non. Fédé, c'est pas dans notre état d'esprit. On a fait des calculs. On a fait des calculs très précis sur la base de ce qui avait eu lieu pendant la première période de confinement, sur la base des remontées qu'on a, sur la base de l'enquête, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques. On sait aujourd'hui que réouvrir le fonds, ça coûterait entre 200 et 300 millions d'euros. Entre 200 et 300 millions d'euros. C'est une somme, certes, mais il faut la mettre en regard des 200 000 radiations auxquelles on s'expose d'ici le 31 décembre par des entrepreneurs qui ne pourront plus survivre. Et donc c'est autant de manque à gagner pour l'État demain, en personnes qui ne verseront plus de cotisations, qui ne payeront plus d'impôts, qui vont demander des allocations sociales, qui vont finalement se retrouver à dépendre de tout un tas de mécanismes sociaux au lieu de tirer leurs revenus de leur propre activité. Et tout ça, c'est forcément très négatif. Donc c'est toujours compliqué de mettre la main à la poche, mais malgré tout, c'est pas énorme. Et je rappelle que 300 millions sur les 35 milliards promis en 2021 pour relancer la France, c'est rien. C'est des sommes énormes, et bien sûr, nous tous ici autour de la table, on ne peut pas mesurer ce que ça représente en termes de volume, mais 300 millions au regard de 35 milliards, c'est absolument rien. Et si ça peut sauver 200 000 entreprises d'ici la fin de l'année, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Qu'est-ce qui fait, selon toi, Grégoire, sans spéculer, que le gouvernement aujourd'hui était autant au chevet des indépendants, notamment, hein, lorsque, au plus fort de la pandémie, et aujourd'hui, on a le sentiment quand même que c'est beaucoup plus compliqué. Comment l'expliquer? Alors, pour moi, il y a un cocktail de plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a pas été assez entendu. Et c'est souvent le cas. Tant qu'on n'est pas assez entendu, finalement, on passe sous les radars. La deuxième, c'est que il y a toujours la peur chez l'État, au sein de l'État, de la haute fonction publique, de l'effet d'aubaine. On s'est dit beaucoup au début de l'été, finalement, les auto-entrepreneurs ne vont plus travailler, ils vont bénéficier du fonds jusqu'à Noël. Est-ce que c'est Et donc, il pas, y a un effet d'aubaine. est-ce que philosophiquement, c'est pas ne pas connaître l'esprit même d'un entrepreneur que d'imaginer que du jour au lendemain, lui qui développe son Oui, activité, qui est habitué à se débrouiller, qui est habitué à innover, qui est habitué à prospecter pour aller trouver des clients, imaginer que du jour au lendemain, il va dire ah bah je reste à la maison parce qu'il y a de l'argent public qui va m'être donné. Est-ce que c'est oui. pas méconnaître le principe même d'un entrepreneur? C'est quand même excellent. On est en phase, hein, bien sûr. Je ne sais pas comment leur faire changer d'avis et leur faire changer de regard sur cette activité économique face à une forme
enfin, effectivement un effet d'aubaine ou une volonté de tirer le plus possible profit des mécanismes d'aide, etc. Je ne sais pas comment on peut leur faire changer ce regard, peut-être en leur faisant rencontrer plus de monde, peut-être en leur montrant aussi que les quelques cas rares d'effets d'aubaine qu'on a pu avoir sont extrêmement minimes. S'il y a peut-être 0,01% des auto-entrepreneurs qui bénéficient de ce fonds plutôt que de se remettre à travailler, on ne peut pas en faire une généralité, ça c'est sûr. Donc ça, c'est à mon avis les deux premiers éléments. Le troisième élément, c'est qu'on n'est pas la priorité, clairement. On n'est pas la priorité parce qu'aujourd'hui, on n'est pas identifié comme vecteur d'emploi. Aujourd'hui, ils veulent sauver des emplois. Ils veulent sauver des emplois parce qu'il y a énormément d'entreprises de petite et moyenne taille qui sont en train de déposer le bilan, qui sont en train de liquider, qui sont en train de créer des faillites massives. Et donc ça à mon avis, ça les préoccupe plus. Donc ils se disent, essayons de sauver d'abord les grandes entreprises avant de s'occuper des toutes petites. Donc je pense qu'on passe un peu finalement sous les radars. Et puis le dernier élément, c'est que contrairement au chômage partiel, par exemple, qui est payé par les entreprises et par les salariés et qui crée de la dette au sein de l'UNEDIC, le fonds de solidarité, c'est de la dette publique. C'est de la dette publique, c'est créé et financé par l'État. Et nous n'avons pas cotisé pour ça. Et donc, c'est plus difficile pour nous de demander un droit au fonds de solidarité que les salariés ne demandent un droit au chômage partiel. Pour obtenir la réouverture du fonds de solidarité à l'ensemble des activités, avec effet rétroactif au 1er septembre jusqu'à 1 500 € par mois et des 50% de chiffre d'affaires, il va falloir se mobiliser. C'est vraiment essentiel, vraiment se mobiliser pour se faire entendre, pour avoir de l'écho, pour que les médias aussi parlent de la situation. C'est pour ça qu'on a fait les portraits, mais pas que. Quel est le dispositif, Grégoire, qui va être mis en place? On a portrait, a priori pétition, et puis aussi tout un plan presse. Alors, on va faire comme d'habitude, on va faire comme on sait faire, on va faire comme on a toujours fait, et dont on pense que ça marche. On va effectivement d'abord solliciter une dernière fois par écrit le ministère, en lui expliquant que la situation est grave. J'ai vu hier, face à face, Alain Griset, pour lui exposer la situation en des termes extrêmement clairs et précis. Donc on va lui faire une dernière demande par écrit. On va lancer dès lundi une enquête pour apporter de nouvelles données à jour de ce qui s'est passé en septembre et de ce qui se passera en octobre, puisque les auto-entrepreneurs prédisent assez bien leur chiffre d'affaires. On va leur lancer effectivement une pétition, et là je fais vraiment appel à votre sens de la solidarité et de la responsabilité. Signez, faites signer, demandez à tous vos amis indépendants de signer cette pétition. Il faut qu'on monte très très vite dans les scores pour qu'on attire l'attention du gouvernement et des médias sur la situation qui est en train de se produire chez les toutes petites entreprises. Et puis enfin, on va faire un communiqué de presse pour relayer ces demandes, relayer les portraits, relayer vos attentes et leur expliquer que la situation est alarmante, elle est grave même, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on peut perdre 200 000, peut-être même plus, 300 000 auto-entreprises, et c'est pas encore en dehors même du champ des travailleurs indépendants de droit commun, hein, qui eux aussi sont dans une situation parfois très, très périlleuse. On peut perdre 300 000 entreprises d'ici Noël parce qu'on ne les aura pas aidées, et finalement il ne faut que 1000 ou 1500 € pour les 3 mois qui viennent, et ensuite je pense que la machine peut repartir. Fanny, oui, effectivement, la mobilisation qui va être essentielle. C'est vrai qu'il faut vraiment, même si vous n'êtes pas concerné, même si vous êtes éligible au fonds de solidarité, il va vraiment falloir signer, hein, s'associer à la démarche, se mobiliser, parce que c'est essentiel et parce que c'est comme partout, hein, il faut montrer qu'il y a du monde derrière pour que ça génère un intérêt, pour que ça génère une prise de conscience. Donc c'est vraiment essentiel. Alors j'ai essayé d'avoir Fanny qui a témoigné ce matin, qui a enregistré un portrait. J'arrive pas à l'appeler. Elle devait être dans ce live pour nous dire un petit peu pourquoi elle l'avait participé. Elle est dans l'événementiel et depuis, comme beaucoup, elle est à 0 € de chiffre d'affaires depuis le 1er juillet et pas d'aide. Et on devait l'avoir au téléphone, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, vous la découvrirez, Fanny, la semaine prochaine dans les 5 portraits qu'on a réalisés. Il y aura donc un portrait par jour. Du lundi au vendredi, il faudra vraiment les partager à chaque fois que vous verrez un portrait. Il faut que ça fasse du bruit, il faut qu'on montre, hein, qu'on est mobilisé et que la situation ne peut pas durer comme ça. Une pétition aussi, donc on l'a dit, à partir de lundi, Greg. Alors je pense que la pétition sera lancée mardi. On va essayer de séquencer les moments où on vous sollicite pour que lundi vous puissiez remplir l'enquête, parce que c'est vraiment une enquête importante, et que mardi vous puissiez signer la pétition. Oui, c'est ça, l'enquête, effectivement, pour faire un point sur la situation et avoir des statistiques, des chiffres aussi à montrer, à donner à Bercy. Tout à fait. Alors, et sachant que je précise, hein, je vous remercie d'ailleurs une nouvelle fois pour ça. La dernière fois qu'on a lancé une enquête, on a mis 18 heures pour récupérer 3800 réponses.
ce qui donne un échantillon extrêmement large, qui permet d'avoir une marge d'erreur extrêmement faible. Pour nous, c'est très important parce que ça permet de redresser l'échantillon selon les quotas et selon les régions, et d'avoir une marge d'erreur qui soit inférieure à 2%. Et ça, c'est très important parce que ça permet vraiment de mesurer, même dans certains secteurs où les échantillons de réponse sont un peu plus faibles, de mesurer la dangerosité de cette crise sur votre activité économique. Et vraiment, je vous remercie. Donc là aussi, quand il y a une enquête, on l'envoie par email, on l'envoie sur les réseaux sociaux, on l'envoie sur l'application mobile. Répondez-y, répondez vite, c'est assez court. Répondez vite et faites-la connaître parce que vraiment, avec ça, on peut mesurer la reprise réelle ou pas des auto-entreprises. Euh, Tout à fait. Et donc aussi un plan presse, Grégoire. Alors, sur le plan presse, donc les choses sont assez claires. On va envoyer un communiqué de presse lundi matin pour demander une dernière fois cette réouverture du fonds de solidarité. On va préciser aux journalistes un certain nombre de points. On leur donnera les éléments des 2 dernières enquêtes d'été et de la rentrée. Et on leur donnera aussi un certain nombre de portraits, de numéros de téléphone de portraits, certains d'entre vous qui se sont fait connaître, qui soient contactés par les journalistes pour leur raconter leur histoire, pour leur raconter la situation, pour leur raconter ce qu'ils vivent, pour que les gens touchent du doigt, en fait, comment au quotidien ça se passe, comment effectivement une personne qui faisait une activité d'auto-entrepreneur pendant 5 ou 10 ans sans aucune problématique se retrouve aujourd'hui à demander le RSA, se retrouve aujourd'hui à payer des dettes énormes, se retrouve aujourd'hui à ne pas pouvoir faire face à ses loyers, y compris ses loyers personnels. Et ça, c'est parce que, encore une fois, on a laissé sur le bord de la route un certain nombre de gens qui avaient une activité économique mais qui ne sont pas autant soutenus que les salariés, même si je l'ai déjà dit, nous n'avons pas cotisé pour ça. En même temps, Mais personne rappelons-le, je me permets, ne nous a prévenu de ce risque. rappelons quand même que la France est le pays le plus taxé au monde. Et c'est aussi valable au niveau des entreprises. Je dis pas de bêtises, Grégoire? Ah, c'est tout à fait vrai. Voilà, donc je dirais à un moment donné, quand il y a des situations comme ça, où on a un virus, où personne n'est responsable, si dans le pays le plus taxé au monde, on n'est pas réellement soutenu, c'est compliqué, compliqué à comprendre. Est-ce que Fanny est avec nous? J'y arrive pas moi avec Fanny ce soir. Bon, ça fonctionne pas. Bon, bref. Du coup, soyez là la semaine prochaine avec les portraits, avec la pétition, avec L'enquête, le plan presse et avec l'enquête, hein. tout à fait. On continue avec un autre point, Grégoire. Donc voilà, soyez bien mobilisés. On continue avec un autre point, c'est l'aide de la CIPAV qui se fait attendre. Il y a beaucoup de questions. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu as des infos? Alors, donc c'est un vaste sujet. Alors là, je reprécise d'abord que l'aide de la CIPAV ne concerne bien sûr que les professions libérales qui sont affiliées à la CIPAV. En l'occurrence, il y en a à peu près 200 000 aujourd'hui qui restent encore à la CIPAV, qui restent encore actifs à la CIPAV. Certains d'entre vous étaient actifs à la CIPAV mais l'ont quitté pour rejoindre la SSI et étaient peut-être actifs en 2018. Bon, peu importe, l'objectif c'est de savoir si vous avez finalement réussi à toucher cette aide un jour ou l'autre. Donc l'aide a été de versement des aides, qui sont d'ailleurs précisées sur leur site et aussi sur le nôtre. Euh, alors je ne sais pas si on peut les donner ici, parce que moi je ne les ai pas en tête, mais je pense que Florian les a. En tout cas, elles sont repoussées au mois d'octobre, malheureusement. Donc vous n'aurez rien avant le 19 octobre de mémoire. Il faudra attendre pour ceux qui ont fait leur demande après le début septembre, le mois de novembre, carrément. Voilà, donc il va falloir encore être patient, il va falloir attendre un peu. Je rappelle que ce n'est pas la CIPAV qui va les verser, c'est bien l'URSSAF qui va vous les verser. Donc ça va transiter en fait par l'URSSAF qui va récupérer les fichiers de la CIPAV, récupérer les RIB que la CIPAV va collecter et opérer les virements en masse sur vos comptes bancaires. Ok, donc il faut juste être un peu plus patient, c'est ça? Il faut être patient. Voilà, tout vient à point qui s'est attendre. Je sais bien que l'objectif initial n'est pas atteint. On voulait absolument que cette aide arrive en cours de confinement ou en cours d'été. C'est d'ailleurs été le cas pour la SSI, hein, ça a été fait très très vite. Malheureusement pour la CIPAV, on est toujours un peu déçu, mais pas surpris par cette caisse. Et donc finalement, les premiers versements auront lieu deuxième partie du mois d'octobre. Ok, merci beaucoup Grégoire, on te retrouve dans quelques instants, mais tout de suite j'aimerais qu'on retrouve Flo, parce qu'on va faire un point avec, enfin Florian, pardon, avec un point sur la partie cotisation. Salut Florian, comment vas-tu? Tu m'entends? T'as coupé ton micro, je crois.
Là, c'est bon. Oui, ça fonctionne, c'est formidable. Génial. On va y arriver, hein. Ce soir, c'est un peu compliqué ce live, mais bon. Donc, il y a beaucoup de questions sur les cotisations et tu nous as déniché un article. Enfin, explique-nous un peu tout ça. Qui paye des cotisations? Il y en a qui n'ont pas payé de cotisations pendant la période de confinement. Il y en a qui ont fait l'option du report. Il y en a qui ont payé mais qui n'auraient pas dû. Donc, ça va finalement servir de déduction sur les prochaines déclarations de chiffre d'affaires. Enfin, même moi, hein, qui suis quand même assez informé, j'avoue que je perds un peu la boule. Alors oui, il y a eu, la loi de finances rectificative 2020 qui est passée un peu discrètement et qui permet en fait aux micro-entrepreneurs de pouvoir déduire le chiffre d'affaires réalisé entre la période de mars à mai 2020 ou mars-juin 2020. Donc ça, il va falloir répondre à des critères. Ce sont encore les listes S1, S1 bis qu'on retrouve pour le Fonds de solidarité et une autre liste qu'ils ont nommée la liste S2 qui correspond un peu aux fermetures administratives. Mais ils ont rajouté les coiffeurs, ils ont rajouté les soins de beauté, commerce détail de voitures, etc. Beaucoup de micro-entrepreneurs se posent la question on nous a demandé le report de cotisation sociale en mars, en avril, on nous a dit qu'on pouvait le faire, on l'a fait, on nous a promis des exonérations de cotisation et ben, du coup c'est en train d'arriver. Alors c'est un crédit on va dire de cotisation qu'ils vont avoir et encore il va falloir répondre à des critères. Concernant les critères, pour expliquer, donc si vous êtes en liste S1, donc c'est l'hôtellerie, restauration, tourisme, événements, sport, etc. Il n'y a pas de conditions à remplir. C'est en fonction du chiffre d'affaires que vous avez réalisé entre mars et juin 2020. Mmh. Et si vous êtes en liste S2, c'est-à-dire la fermeture administrative ou coiffure, soins de beauté, je ne sais pas pourquoi ils l'ont inclus dedans, donc c'est tout nouveau. Là, pareil, pas besoin de faire de conditions. Par contre, où là, ça se complique un peu plus, c'est ceux qui sont en liste S1 bis. Donc, c'est-à-dire le commerce de gros, les traducteurs-interprètes, les paris sportifs. Où là, en plus, il va falloir répondre à une autre condition, c'est prouver une perte de chiffre d'affaires de 80% sur la période du 15 mars au 15 mai par rapport à l'année dernière. Bon, c'est quand même des calculs. Je sens qu'on est encore sur quelque chose de simple. Eh bien, oui, exactement. C'est pas simple du tout. Sachant en plus qu'il y a un choix de période. Grégoire. Donc, c'est-à-dire le commerce de gros, les Alors, j'ai un retour, je ne sais pas d'où il vient. Là, en plus, il va falloir Fanny. répondre à une autre condition, c'est prouver une perte de chiffre d'affaires. Voilà, on est bon, on est tout bon. Donc, excuse-moi, Florian, on va y arriver. Ce soir, c'est un petit peu compliqué. Donc, on disait que c'était pas simple. Alors, c'est pas simple du tout, sachant que il y a surtout une grosse problématique où c'est les personnes qui ont reporté leur chiffre d'affaires. En ce moment même, l'URSSAF va leur demander de payer ces cotisations sociales ou alors de proposer un plan, ils appellent ça un plan d'appurement pour échelonner ces paiements. Et derrière, ils vont dire, bon, ben, sur vos prochaines déclarations, vous pourrez déduire le chiffre d'affaires derrière. Donc, on va devoir nous demander de payer les cotisations qui ont été reportées et de pouvoir déduire le chiffre d'affaires sur les prochaines déclarations. Si on a envie de bien comprendre, on peut aussi se rendre sur la microbyflow.fr. C'est le nouveau blog que tu viens de sortir. Hein. C'est ça, exactement. La Micro by Flow, c'est un blog d'actualité pour vulgariser la micro-entreprise. Donc, j'explique tous les concepts de la micro-entreprise, l'actualité, et avec sur une note un peu plus simple et humoristique, à la portée de tous. Ok, donc la microbyflow.fr, et puis bien sûr, il y a ta page Facebook. Allez-y, c'est vraiment très bien fait, c'est très sympa. Et Flo s'y connaît très bien en matière d'auto-entreprise. D'ailleurs, il nous aide un petit peu au bureau à la Fédération des auto-entrepreneurs. C'est ça, exactement. Eh ben écoute, merci beaucoup Flo. On va retourner vers Greg pour faire un dernier point, Greg, sur ce que demande effectivement, ce que demande la Fédération des auto-entrepreneurs. Et il va falloir être très mobilisé à partir de la semaine prochaine. Hein. Oui, alors on l'a déjà dit en début d'émission, hein, on vous fait confiance. On a besoin de tout le monde. Je pense que l'heure est grave. On le voit dans les commentaires et dans les témoignages qui passent sur le fil de cette vidéo. J'avais pas en tête, par exemple, le cas des fleuristes, mais c'est un exemple extrêmement alarmant. Les fleuristes ne sont pas, voilà, aujourd'hui dans les codes APE de l'événementiel.
Et les fleuristes n'ont évidemment plus du tout d'activité liée au fait que l'événementiel s'est arrêté, qu'il n'y a plus quasiment de mariage, qu'il n'y a plus de lancement de produits, qu'il n'y a plus de réunions commerciales, qu'il n'y a plus de grands rassemblements décorés. Ou voilà. Donc c'est sûr que c'est un sujet. Donc on a besoin de vous tous. On a besoin de vous sur l'enquête, on a besoin de vous sur la pétition, on a besoin de vous pour la faire partager. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous remonter par écrit sur le mur de la Fédé des témoignages qui sont un peu en dehors des cas classiques qu'on connaît. Hein. C'est tous les sous-traitants des activités de restauration ou d'hôtellerie ou de tourisme sont un peu plus connus. Si vous avez des cas un peu extérieurs, d'activités qui n'ont pas du tout repris dans votre département, dans votre région ou dans votre ville, dites-le nous, c'est hyper instructif. Et ça nous aide à documenter notre dossier auprès de Bercy et de Matignon, puisque je pense qu'on va devoir remonter à Matignon avec toutes ces informations. Avec nous, Fanny, justement, qui a participé au portrait, je crois que nous vous avons enfin en ligne, Fanny. Oui, bonjour. Super. Donc vous êtes venu ce matin au studio pour enregistrer un portrait qui sera diffusé donc la semaine prochaine. Votre situation, c'est que vous travaillez dans l'événementiel, mais en fait votre code APE est pas bon. Enfin, quelle est votre activité? Tout à fait. Moi, je suis dans l'événementiel depuis maintenant 20 ans, dont 13 ans en indépendante. Et donc, l'événementiel, comme tout le monde le sait, figure parmi les secteurs extrêmement touchés. Et j'étais éligible donc, du mois de mars au mois de juin. Et puis, ils nous ont coupé les aides, donc, puisque le code APE n'est pas un code APE foire et salon, ni les autres codes APE, les quelques codes APE qui correspondent à l'événementiel. Donc, je me retrouve dans une situation comme beaucoup d'entre vous. Voilà, zéro chiffre d'affaires. Pas de reprise prévue quand on voit les mesures et les conditions sanitaires actuellement. Et voilà, donc pas de chiffre d'affaires, zéro aide. Et la situation devient de plus en plus compliquée d'un point de vue financier et également d'un point de vue psychologique. Enfin, à un moment donné, c'est vrai qu'on dépense beaucoup d'énergie. Merci d'ailleurs à la Fédé parce que vous nous aidez énormément. Et pour le coup, voilà, on essaye de se battre, de se mobiliser. C'est pour ça que j'ai décidé, j'ai accepté de participer, de témoigner ce matin, puisque j'encourage vraiment tout le monde, comme vous nous le dites, à se mobiliser et à être à vos côtés, puisque plus on sera nombreux. Il n'y a que comme ça, effectivement, il y a que comme ça qu'on arrivera effectivement à se faire entendre. Et on découvrira du coup, Fanny, votre portrait la semaine prochaine sur les réseaux de la Fédération des auto-entrepreneurs. Et puis voilà. Merci, Fanny. Merci et merci beaucoup pour tout le travail et on espère que la situation, déjà on espère tous retravailler, ça c'est vraiment, et puis on espère en attendant pouvoir bénéficier des aides, retrouver les aides qu'on avait. C'est vrai que c'est vraiment ce qui est revenu ce matin dans les portraits qu'on a enregistrés. À chaque fois, c'était, mais en fait, on espère surtout retravailler. C'est vraiment le truc, quoi. On est entrepreneur, nous, ce qu'on veut, c'est bosser. Donc, c'est tout ce qu'on demande, en fait. Et là, si on est là, c'est parce que vraiment, on sait plus comment faire parce qu'on n'a plus d'argent. Quand on n'a plus d'argent, c'est ça, ce que disait Grégoire, c'est dans nos gènes, en fait, dans nos gènes d'entrepreneurs, c'est de travailler, aller de l'avant, et c'est pas de demander de l'aide, mais là, on n'a plus le choix, en fait, on n'a pas le choix. Très bien, merci Fanny. Comment partager la situation aujourd'hui, Fanny, si jamais il n'y avait pas d'aide d'ici Noël? Alors, s'il n'y a pas d'ici Noël, comme on le disait ce matin lors des témoignages, c'est-à-dire que, je vais pas spoiler le témoignage que vous avez enregistré, hein, mais... Voilà, donc c'est en fait, on puise dans nos économies dans un premier temps. Après, à un moment donné, si vous vivez en couple, il faut voir avec le conjoint. Mais pour les personnes, il y a des mamans célibataires, il y a des célibataires, donc on n'est pas forcément aidé par nos familles. Donc, c'est les économies. Et quand il n'y aura plus d'économies, comme le disait Ludovic, pour des personnes comme Daniel et de nombreuses personnes, ça va être un recours au RSA. Puisqu'on veut bien se réinventer, on veut bien tout en tant qu'entrepreneur, mais à un moment donné, on ne peut pas se réinventer du jour au lendemain. Donc la situation va devenir vraiment très compliquée en fonction après de chaque situation personnelle, bien évidemment. Voilà. Très bien, merci Fanny. Bon, on est là et moi je suis toujours de nature très optimiste, donc je me dis on va trouver une solution et on ne peut pas laisser les gens dans cette situation. Il y a une prise de conscience qui va forcément arriver et quand on verra vos portraits, qu'on enverra aussi aux ministres, aux différents ministres, etc., pour les sensibiliser, je ne doute pas aussi que forcément ils se disent là il y a un problème. Merci Fanny. Oui, merci à vous. À bientôt, merci, bon week-end. À bientôt, merci. Voilà, écoutez, on a terminé pour ce troisième live le troisième live des auto-entrepreneurs, un petit peu compliqué techniquement, désolé. Un dernier mot, Greg?
Bon, écoutez, je crois qu'on a tout dit. Alors, je voudrais quand même redonner un tout petit peu de perspective et de contexte à tout ce que fait la Fédé. Euh, Rassurez-vous, hein, on ne travaille pas que sur le fonds de solidarité. Ouais. On ne travaille pas que sur l'urgence. On a en ce moment au sein de nos équipes beaucoup de monde qui siège au sein de la sécurité sociale des indépendants, au sein du Haut Conseil au financement de la protection sociale. On est représenté dans quand même pas mal d'instances au niveau local. On prépare l'après-Covid, on prépare la suite, on prépare la sortie de crise. Et on a déjà commencé à écrire un certain nombre de choses dans un livre blanc qui sortira quand il sortira, c'est-à-dire une fois que la crise du Covid sera derrière nous. Ce qui est Tout ça pour dire important. que, Vas-y, Greg. ouais, tout ça pour dire que on n'est pas sorti de cette crise sans avoir rien appris. Et c'est aussi là-dessus que je voudrais vous sensibiliser. Tous ces parcours compliqués, ces indemnités journalières qui mettent 4 mois à être versées, ces difficultés à retrouver ses petits sur le compte de la formation professionnelle, ces difficultés à être indemnisé quand on est enceinte, ces difficultés à déclarer son arrêt de travail, qui est en fait un arrêt maladie et que la sécurité sociale ne comprend pas. Ces problématiques que l'on a sur tout un tas de taux ou de déclarations mixtes entre des activités commerciales et de services. Tout ça, on l'a en tête, tout ça, on l'a bien documenté, tout ça, on est dessus. On est dessus au quotidien avec les équipes tant bénévoles que salariées. On se mobilise aussi. Mais pour l'instant, on ne vous parle pas trop de tout ça parce qu'on est focalisé sur l'urgence. Et pour nous, l'urgence, c'est de faire survivre 1,7 million d'auto-entrepreneurs d'ici Noël. Et c'est vraiment le sujet. Et j'ai bien peur que malheureusement Noël, qui est souvent une activité un peu de boom économique et commercial pour toutes vos activités, parce que c'est là où les gens dépensent, c'est là où les gens vous achètent des services, des prestations, des jolies choses qui sont fabriquées pour la fête, vous ayez du mal à les vendre. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on se mobilise sur l'urgence de maintenant à Noël avant de penser au futur. Et puis c'est aussi pour ça que c'était important l'entretien avec le ministre Alain Griset, puisqu'on sait qu'historiquement il n'a pas des positions très favorables sur le régime auto-entrepreneur. Donc cet entretien a aussi permis d'échanger, où on était extrêmement bien reçu au ministère de l'économie. Il a été très sympathique avant l'interview. Pendant l'interview, des fois effectivement il y avait voilà, des questions qui étaient moins évidentes, mais on les a quand même posées. Après l'interview, on a échangé aussi, et tout ça c'est aussi un travail voilà, de mettre en place des relations, qui sont nécessaires et qui sont profitables pour l'avenir. Donc il y a effectivement l'urgence, mais il y a aussi une réflexion évidemment sur le futur. Et d'ailleurs, la Fédé a toujours été beaucoup dans ses positions, dans ses réflexions sur le futur, etc. Et on apprend plein de choses des crises. Tout à fait. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi ce live. N'oubliez pas, lundi, on a rendez-vous pour le premier portrait. Il va falloir beaucoup le partager. On envoie un communiqué de presse ce soir, si j'ai bien compris, Grégoire. Non, lundi matin. Lundi matin pour lancer, pour faire parler de nous. Voilà, donc il faudra vraiment être très mobilisé. On compte sur vous. Une pétition a priori à partir de mardi. Et puis une grande enquête lundi où il faudra vraiment, vraiment répondre tout de suite, très vite, pour qu'on puisse avoir des chiffres fiables sans tarder. Voilà. Voilà, j'ai tout. Merci Ludo. Bon, je vous souhaite à tous un très bon week-end et restons bien mobilisés. À bientôt. Bonne soirée. Salut.